d'ondes électromagnétiques et de leurs applications. Je vais commencer par faire un petit rappel. Et puis après, un petit rappel historique, pas un rappel théorique. Et après, on va traiter à partir des équations de Maxwell comment on arrive à établir l'équation de propagation. On va définir quelles sont les caractéristiques des ondes électromagnétiques. Et puis, on finira par les différentes applications. Donc évidemment, il y a beaucoup d'applications, donc on ne va pas tous les traiter parce qu'il faut un mois de cours uniquement pour les applications. Donc je vais vous donner juste un petit aperçu de ce qui peut être fait. Donc, je vais commencer par faire un petit peu l'historique de l'électromagnétisme, comme j'ai dit l'autre jour. L'électromagnétisme, c'est, en termes de contribution à la science, c'est au même niveau que les lois de Newton sur la mécanique. Et donc, tout s'est passé au XIXe siècle, hein, où James Maxwell a unifié les lois de l'électricité qui ont été déjà déterminées par Ampère avec l'électromagnétisme, par Ampère et Faraday avec l'électromagnétisme. Donc, qui est ce fameux Maxwell? Donc, il est né en 1931, il est écossais, il est à la fois physicien et mathématicien. Et donc, il a travaillé dans un contexte où c'était la période où donc on a créé les machines. Donc c'était la révolution industrielle où les gens ont commencé à mécaniser les procédés de travail, les mobilités, où on a commencé à avoir aussi beaucoup de gens qui étaient salariés, puisqu'ils avaient travaillé pour quelqu'un. Donc tout ça, c'est aussi les moments où on a fait beaucoup de découvertes. Donc c'est dans ce contexte-là que Maxwell a travaillé. On peut citer par exemple en termes d'industrie, pour les mobilités, on a créé les moteurs à vapeur, donc, qui a permis aux trains, aux voitures ou aux bateaux d'aider les hommes à se déplacer. On a commencé à industrialiser les procédés. Il y a eu aussi beaucoup de découvertes, donc en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure pour les moteurs à vapeur. Et bien, on a aussi commencé à développer les moteurs à combustion interne. Thomas Edison a inventé les ampoules électriques. On a l'impression que ça existait depuis Adam et Ève, mais pas du tout.
découvertes qui ont été faites très tardivement. Et puis on a beaucoup progressé aussi scientifiquement. C'est à la même époque, par exemple, que Pasteur a mis au point les différents vaccins, où elle a développé ce qu'on appelle la microbiologie. Et puis, c'est là aussi que les découvertes en électricité, électromagnétisme et magnétisme ont beaucoup évolué, donc grâce à Faraday, à Ampère, à Maxwell, et j'en passe et des meilleurs. Donc, Maxwell, qu'est-ce qu'il a fait vraiment? Donc, Maxwell a unifié les lois de l'électricité qui ont été développées par Ampère d'un côté, et Maxwell lui-même et Faraday ont beaucoup contribué sur le phénomène d'induction. Et donc, Maxwell, il a participé à ça, non seulement participé, mais on peut dire qu'il était vraiment un des leaders de ce mouvement-là, et qui a fait avancer beaucoup les connaissances et les savoirs, et donc ça a eu un impact direct sur les technologies qui ont été développées à l'époque. On peut parler par exemple on a parlé tout à l'heure de l'ampoule, mais on peut aussi parler du téléphone. Le téléphone aussi, grâce à Bell, ont été donc grâce à s'il n'y avait pas d'électromagnétisme, il n'y aurait pas de téléphone. Donc tout ça, alors filaire certes, mais tout ça était aussi créé à l'époque. On a aussi créé tout ce qui est transmission d'ondes, d'ondes sans support ont aussi été développées à ce moment-là. Donc on peut par exemple citer les illustres contemporains de Maxwell à l'époque. Donc Ampère, on connaît tous la loi d'Ampère. Donc il a créé, il a établi la relation entre le courant électrique et le champ magnétique qui a amené à l'électrodynamisme. Qu'est-ce qu'un système électrodynamique? Un micro est un système électrodynamique parce que ça allie la dynamique et l'électricité. Et aussi, donc, il a aussi créé des instruments qui permettent de mesurer les courants électriques, donc c'est tout ce qui est galvanomètre. Faraday, lui a contribué beaucoup, comme on l'a dit tout à l'heure, sur tout ce qui est phénomène d'induction. Il a aussi développé autre chose, donc tout ce qui est électrolyse par exemple, c'est lui qui a décrit les premières lois de l'électrolyse. Donc qui permet de faire qui a permis d'établir la relation entre électricité et réaction chimique. On peut aussi citer dans le même temps donc, les travaux de Hertz. Donc Hertz c'était le premier à établir donc une transmission d'une onde à distance. Donc vous voyez ici son expérience. Donc ici vous avez donc l'émetteur et le récepteur. Donc c'est une antenne. C'est un petit cerceau métallique avec ici une petite fente. Et donc l'émetteur c'est un circuit LC. Donc un circuit LC c'est un circuit qui fait quoi? Qui génère des oscillations. Donc ces oscillations donc ce sont des ondes qui sont émises et son récepteur, donc c'est une boucle métallique. Ce récepteur, l'onde a circulé le long de ce récepteur. On a vu hier que la différence de potentiel est égale à la circulation du champ électrique. Donc là, il émet un champ électrique qui va circuler sur cette boucle métallique, qui est un conducteur, et donc va créer une différence de potentiel. Et comme c'est tellement proche ici, ça crée un arc électrique. Et c'est comme ça qu'on a détecté qu'il y a un courant qui est passé. Donc ça, c'est l'expérience de Hertz. Et donc tout ça, a emmené à ce qu'on appelle donc l'unification
comment. Oui, ça c'est un petit peu humoristique. En fait, dans les pays francophones, les gens sont plutôt branchés mécaniques. Mais dans les pays anglo-saxons, dans les universités anglo-saxonnes, ils vendent tous des t-shirts équations de Maxwell, qui sont interdits à l'examen, mais sinon, ils comme ils veulent. Donc, tout ça, ça aboutit donc à ces 4 équations de Maxwell qu'on a vues précédemment. Alors, quelles sont ces ondes électromagnétiques? Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, on va voir comment on établit l'équation d'onde. On va aussi voir les propriétés de ces ondes, leur vitesse de propagation, la longueur d'onde, leur fréquence. Et puis, on va illustrer par quelques exemples de leur utilisation. Donc, je rappelle ici les 4 équations de Maxwell qu'on avait déjà vues précédemment. Donc, si on veut établir l'équation d'onde, on rappelle ici donc une propriété du rotationnel. Donc, c'est un opérateur différentiel. Donc, le rotationnel d'un rotationnel est égal à quoi? Alors, est égal à, j'ai oublié de mettre une flèche ici parce que le gradient c'est un vecteur. Donc ici il y a une flèche. Le gradient de la divergence de E, la divergence de E c'est un scalaire, moins le Laplacien de E. Donc, si on applique, donc, comme les ondes électromagnétiques se propagent dans le vide, donc on va étudier son équation de propagation dans le vide. Dans le vide, c'est pas qu'il n'y a pas de matière, le vide, ici c'est l'air. Donc dans le vide, il n'y a pas de source. Il n'y a pas de source de champ magnétique, il n'y a pas de source de champ électrique. Donc dans le vide, ρ est égal à 0. La densité de charge électrique est nulle et la densité de courant aussi est nulle. Et donc finalement, le divergence de E qui est égal à ρ sur epsilon 0 devient divergence de ρ est égal à 0. Divergence de B, ça ne change pas. Le rotationnel de B qui était égal à mu0 J plus epsilon 0 dérivé de E par rapport à T. Donc si J est égal à 0, ça devient mu0 epsilon 0 dérivé de E par rapport à T. Et le rotationnel de E égal à moins dB sur dt, ça ne change pas. Donc maintenant, si je calcule le rotationnel du rotationnel de E, d'accord? Donc j'applique cette formule ici sur le vecteur E en tenant compte des équations de Maxwell dans le vide. Donc le rotationnel de E ici est égal à quoi? Est égal à moins dB sur dt. Donc ça égale à gradient de divergence de E. La divergence de E est nulle. Donc ça c'est nul. La dérivée de 0 c'est 0. Moins le Laplacien de E. Donc en fait, cette équation, si E est le vecteur champ électrique, eh bien on obtient ça. Donc maintenant, rotationnel de moins dB sur dt. Le rotationnel, c'est une opération différentielle dans l'espace. C'est-à-dire qu'on va dériver B dans l'espace. Et ici, on a la dérivée de B par rapport au temps. Donc mathématiquement, si j'ai deux variables indépendantes, je peux inverser l'ordre de la dérivée, que je dérive d'abord par rapport au temps et après par rapport à l'espace, ou d'abord par rapport à l'espace et après par rapport au temps, ça ne change rien au résultat. Donc, donc je peux écrire cette rotationnelle de moins dB sur dt comme moins
dérivé de rotationnel de B, dérivé par rapport au temps. Or, le rotationnel de B, c'est égal à quoi? C'est égal à mu 0 epsilon 0, dérivé de E par rapport au temps. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche une équation d'onde. Une équation d'onde, ça décrit quoi? Ça décrit comment l'onde varie dans le temps et dans l'espace. Donc ici, l'onde est représentée par le champ électrique. Donc, je rappelle que mu 0 fois epsilon 0 est égal à quoi? Est égal à 1 sur c au carré, où c est la vitesse de la lumière dans le vide. Donc, je peux remplacer le mu 0 sur epsilon, mu 0 fois epsilon 0 par 1 sur c au carré. Et donc, le rotationnel de B devient donc, le rotationnel de la dérivée de B devient, comme on a écrit tout à l'heure, moins la dérivée de mu 0 epsilon 0 dérivée de E par rapport au temps. Donc, si je remplace mu 0 epsilon 0 par 1 sur c au carré, eh bien, j'obtiens ici, donc, comme résultat du rotationnel, moins 1 sur c au carré, dérivée seconde de E par rapport à t est égal à moins le Laplacien de E. Et donc là, j'obtiens l'équation d'onde, puisque le Laplacien de E, le Laplacien, c'est un opérateur différentiel par rapport à l'espace. Donc ce sont des variations de E par rapport à l'espace en fonction de la variation de E par rapport au temps. Et donc là, j'obtiens une équation qui est qu'on appelle l'équation de D'Alembert. Et donc cette équation de D'Alembert, en fait, ça nous rappelle l'équation aussi en mécanique de la propagation de la déformation d'une corde vibrante. Je ne sais pas si vous avez fait ça en mécanique, mais si vous envoyez, si vous secouez la corde d'un côté, eh bien, vous allez voir que la corde va se déformer de cette façon. D'accord? Et donc, si on écrit la déformation, donc S, c'est la déformation de la corde, hein, à l'instant T, et donc on retrouve exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir ici C, on a V, puisque V ici, c'est la vitesse de propagation. Et donc, on a fait la démonstration avec E, donc le champ électrique E, mais on pourrait faire exactement la même démonstration, mais en utilisant cette fois-ci le champ B, on trouvera exactement la même équation. Comme c'est une onde électromagnétique, donc l'onde électromagnétique concerne les deux grandeurs, champ électrique et champ magnétique. Donc on a déjà vu, je vous ai déjà montré donc comment cette équation d'onde, comment on peut comprendre cette équation d'onde à partir des équations de Maxwell. Donc admettons ici que j'ai un champ B à un endroit de l'espace qui est donc fixe et qui dépend du temps. Donc si ce champ B dépend du temps, ça veut dire que sa dérivée va produire un champ électrique qui va tourner autour de l'axe de B. Alors à cause de moi, donc B est dans cette direction, normalement donc, le rotationnel de B va tourner comme ça. Mais comme il y a ici un moins, donc le rotationnel il va tourner, le champ E va plutôt tourner dans ce sens, à cause du moins. Donc, autour du champ B, on a créé des champs E. Si on prend le champ E qui est ici, donc le champ E qui est ici, il pointe vers vous, hein. Le vecteur pointe vers vous. Autour du champ
de ce champ E, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un champ B qui va tourner comme ça, à cause de quoi? À cause de quelle équation? Rotationnel de B est égal à 1 sur C au carré dérivé de E par rapport à T1. Et donc on peut continuer ainsi de suite. Donc ici, on a donc un champ E qui dépend du temps et donc va créer dans le plan perpendiculaire au champ E un vecteur B qui lui va tourner dans le bon sens. Parce qu'il n'y a pas de moins. Et donc c'est comme ça que ça se propage, que le champ se propage dans l'espace. On peut l'interpréter comme ça avec les mains. Alors maintenant, quels sont les E qui obéissent à l'équation d'onde qu'on a écrite tout à l'heure? Donc les E qui sont solutions de cette équation, ce sont des E de la forme E0 cosinus oméga t moins K scalaire R plus phi. Donc c'est les seules solutions. Mathématiquement, c'est les seules solutions qui sont compatibles, ce sont les seules fonctions qui sont compatibles avec cette équation. Donc maintenant, quelles sont les différentes grandeurs que l'on voit dans cette fonction E? Donc E dépend de l'espace, donc du vecteur position R et du temps évidemment. Donc, dans l'expression, il y a E0. E0, c'est ce qu'on appelle l'amplitude du signal. On a oméga. Oméga, c'est la pulsation. Donc, par définition, la pulsation, c'est 2pi fois F. Donc, je rappelle que cette équation évolue bien dans le temps et dans l'espace. D'accord? Donc, si on regarde, donc ici, vous avez oméga est égal à 2πf. La fréquence, c'est quoi? C'est 1 sur la période. Et donc, se cache dans ce oméga la fréquence qui est la même chose que le temps, puisque la fréquence, c'est 1, que la période, pardon, c'est 1 sur la période. Donc, on a une période temporelle. Est-ce qu'on a une période spatiale? Ben oui, on a la longueur d'onde. Donc, quelle est la relation entre la longueur d'onde et la période? La période, c'est un temps. La longueur d'onde, c'est une distance. Donc, la relation, c'est la vitesse. Et donc, la vitesse de la lumière, c'est égal à lambda sur t. La vitesse, c'est la longueur utilisée par le temps. Ici, on a un vecteur k. À quoi correspond ce vecteur? Ce vecteur est ce qu'on appelle le vecteur d'onde. Donc, c'est un peu l'équivalent de la pulsation, mais dans l'espace. Puisque la pulsation est égale à 2π sur t, et le vecteur d'onde est égal à 2π sur lambda. D'accord? Donc, on l'appelle le vecteur d'onde. Et la relation entre la pulsation et le vecteur d'onde, c'est ce qu'on appelle la relation de dispersion. Et dans le cas des ondes électromagnétiques, eh ben, oméga et k sont proportionnels. Et le coefficient de proportionnalité, c'est la célérité. Donc là, on a toutes les... Alors, phi, c'est quoi? Phi, c'est un déphasage. Donc, en fonction de l'origine, ça peut être pris égal à 0. En fonction de l'origine par rapport au temps et par rapport à l'espace. Le petit r, c'est le vecteur position. C'est la position de l'onde à l'instant t. Donc, en coordonnées cartésiennes, r c'est x, y, z. C'est un vecteur dont les coordonnées sont r, x, y, z. Alors, si on regarde, par exemple, quelles sont les fréquences
des ondes électromagnétiques. Hein. Donc, ça va de quelques hertz au rayon gamma. D'accord? Donc, ici, vous avez toutes les applications possibles en fonction de la fréquence. Donc, les basses fréquences, c'est pour transmettre surtout des signaux. Ici, autour du giga, c'est pour faire de la conversion d'énergie. Et puis, à partir des très hautes fréquences, donc le visible, c'est ici. Et puis, à partir des très hautes fréquences, on peut faire de la spectroscopie, donc qui permettent d'aller sonder les noyaux atomiques, les électrons. Alors, quelles sont les propriétés de ces ondes? Et donc, ces ondes électromagnétiques, il faut, pour les étudier, il faut déterminer quelle est leur direction de propagation. Dans quelle direction ils se propagent. Donc, si on connaît l'expression mathématique de l'onde, donc E est égal à E0 cosinus sur égalité moins K R plus phi, à partir de ça, on doit tout connaître de l'onde, puisque la direction de propagation de l'onde est donnée par la direction du vecteur d'onde. Donc, si je prends cette onde, donc là, vous avez une onde, vous avez E et B. Dans l'espace défini par les vecteurs de base x, y, z. Donc ici, l'onde se propage selon la direction z. Donc ça veut dire que le vecteur k, il doit être parallèle à cette direction de propagation. Donc le vecteur k a comme composante 0, 0 et k. Là, le module est égal à 2π sur epsilon, 2π sur lambda. Selon ce schéma, le vecteur E, il est dans le plan x, y. Et donc, comme E, je peux écrire ici l'expression du vecteur E dans la base x, y et z. Donc vous voyez ici que donc le K vectoriel R, il est devenu KZ. Puisque K scalaire R, c'est KR. À composante 0, 0K, K scalaire R, ça fait KZ. Donc, première chose à retenir, il existe pour une onde électromagnétique une direction de propagation qui va nous donner dans quelle direction l'onde se propage. Et puis, il y a ce qu'on appelle la direction de polarisation. Donc, la direction de polarisation est donnée par la direction du vecteur E. Donc, ici, la direction de polarisation donc, est donnée par cette direction, qui est donc le plan de polarisation, c'est le plan X, Y. Donc, en plus des caractéristiques, il faut connaître quelle est la direction de polarisation de l'onde et quelle est la direction de propagation de l'onde. Maintenant, l'onde est constituée de deux vecteurs, E et B. Si on connaît E, comment on calcule B? En sachant que, comme c'est une onde électromagnétique, E n'est pas indépendant de B. Donc, on peut calculer le champ B en utilisant donc, la relation de Maxwell-Faraday qui dit que la dérivée de B est égale
moins le rotationnel de E. Comme je connais E, donc si je calcule le rotationnel de E, j'ai la dérivée de B, et donc je peux, si je connais la dérivée de B par rapport au temps, ben je peux calculer B par rapport au temps. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc le rotationnel de E est calculé donc ici, donc le rotationnel de E, on peut montrer que c'est égal. Vous avez ici les trois composantes. Hein. Vous savez calculer un rotationnel? Oui, voilà. Et donc, si je calcule, donc une fois que j'ai le rotationnel de E, ben je dis que ça c'est égal à moins la dérivée de B. Et donc, à partir de la connaissance de la dérivée de B, je peux connaître B. Parce qu'il suffit de prendre la primitive de chaque terme et j'obtiens B. Et donc le champ B est donné par ce vecteur. Si maintenant je représente les deux champs, donc on avait une onde qui se propage selon la direction K, polarisée selon dans le plan XY, et on a ici, on trouve donc que le champ B est perpendiculaire à K et perpendiculaire aussi à E. Donc ici, on peut dire que EBK se comporte de la même manière que UX, UY, UZ. Donc on dit que EBK comme UX, UY, UZ forment un trait direct. Ça veut dire que si je connais les deux vecteurs, je dois être capable d'en déduire le troisième. Donc, il y a plusieurs états de polarisation. Ici, on a une polarisation qui est le long une direction, donc qui est la direction donnée par le vecteur E ici. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une polarisation rectiligne. Mais on peut avoir une polarisation toujours dans le même plan de polarisation, une polarisation qui est circulaire. Donc dans le plan XY, l'extrémité du champ E va définir un cercle. Dans le cas d'une polarisation rectiligne, l'extrémité du champ E va définir une droite, puisqu'il va suivre donc la droite qui est ici. Et puis on peut aussi avoir une polarisation elliptique où l'extrémité du champ E décrit une ellipse dans le plan d'onde. Alors, vous avez remarqué que la solution, les expressions de E et de B sont de quelle nature? Ce sont des fonctions sinusoïdales. Et donc, si ce sont des fonctions sinusoïdales, ça veut dire qu'on peut les écrire, on peut les représenter sous la forme complexe. Et donc, on peut par exemple ici dire que la représentation complexe de l'onde électrique, du champ électrique, est donnée par cette expression. Et on peut... Alors, quel est l'intérêt de ça? L'intérêt de ça, c'est que ça facilite les calculs. Puisque si je regarde les différents opérateurs, au lieu de donc, si je calcule la dérivée de E, ici la dérivée de E, ça va être sinus, donc si j'oublie est-ce que c'est moins, est-ce que c'est plus. Ici, c'est tout simplement J oméga E. La divergence de E, on peut montrer que c'est moins J K scalaire E. Et le rotationnel de E, c'est tout simplement moins J K vectoriel E. Donc l'intérêt de la représentation complexe, c'est le fait qu'on n'a pas à se rappeler de toutes les dérivées, de comment on calcule le rotationnel. Là, c'est plus direct. Et donc, on peut donc représenter aussi les équations de Maxwell. Puisque on a un rotationnel de E est égal à moins dB sur dt, ça devient moins jk vectoriel E est égal à j oméga b.
Et donc là, on a la relation entre B et E, puisque de ça, on déduit que B est égal à K vectoriel E sur oméga. De la même manière, lorsque divergence de B est égale à 0, divergence de B, c'est moins JK vectoriel scalaire B, donc égal à 0. Ça veut dire quoi? Si le produit scalaire est nul, ça veut dire que les deux vecteurs sont perpendiculaires. Donc là, je sais que K est perpendiculaire à B. De la même manière, je peux montrer que K est perpendiculaire aussi à E. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, la relation de Maxwell-Ampère, donc rotationnelle de B est égale à mu0 fois mu0 epsilon 0 fois la dérivée de E par rapport à T. Je peux l'écrire de cette façon puisque le mu0 et epsilon 0 sont des constantes. Hein. Et donc ça devient moins J K vectoriel B est égal à J oméga sur C au carré. Et donc là, j'ai la relation entre E, C, B et la direction de propagation. D'accord? Oui. C'est une question. Pourquoi il n'y a pas de balle en bas à côté de relation? Parce que ça, c'est vrai que ce soit en réel ou en complexe. Hein. Ce résultat-là, on l'a montré tout à l'heure déjà, ce résultat-là, sans parler de nombres complexes. Hein. Donc le résultat est indépendant de la méthode, enfin, la physique. Le résultat physique ne doit pas dépendre de la méthode, sinon ce n'est pas un résultat physique, hein. Sinon c'est un résultat mathématique. Donc c'est normal qu'il n'y a pas de barre en dessous, puisque je parle de la grandeur champ magnétique et champ électrique. Ici, la partie complexe, c'est juste un outil pour le montrer, mais à la limite, je n'ai pas besoin de ça pour traiter le problème, sauf que je vais avoir beaucoup de calculs, pas difficiles, mais un peu à faire. Donc, passer en complexe, ça facilite les calculs. Mais c'est un outil. Le résultat ne doit pas dépendre si on a traité en complexe ou en réel. Donc ça, c'est normal qu'on a pas ça. Donc, de ces équations de Maxwell, donc on peut retrouver les caractéristiques de l'onde électromagnétique E et B, que E et B sont en phase, hein, dans la même phase, que le vecteur E et B forme un trièdre direct, que EB est une onde transversale. Ça veut dire quoi une onde transversale? Une onde où E et B sont perpendiculaires. Et que les modules des champs E et B sont proportionnels avec un coefficient de proportionnalité qui est la célérité. Alors, on va parler d'une onde particulière. Donc, c'est les ondes planes. Donc, quand est-ce qu'on a des ondes planes? On a des ondes planes lorsqu'on est très très loin de la source. Donc ici, par exemple, j'ai un émetteur. Vous avez vu tout à l'heure que lorsque un champ est émis, dans son approximation, dans son proche voisinage, que ce soit le champ B ou le champ E, on a des cercles. Les lignes de champ sont des cercles. Donc, proche de la source, on a des ondes qui sont, donc avec des lignes de champ qui sont des cercles, plus ou moins des cercles. Mais plus on s'éloigne, plus on va recevoir ces ondes, puisque le rayon est très grand, comme des plans. Et donc, quand on est très loin de la source, on peut considérer qu'on a ce qu'on appelle des fronts d'ondes, qui sont des plans perpendiculaires
à la direction de propagation. Donc on peut le voir par exemple ici. Hein. Ici vous avez une onde qui se propage, et si je me mets par là, eh ben, je vois des ondes planes. Si je me mets proche de la source, je ne vois pas des ondes planes, je vois des ondes sphériques qui vont résonner en 3 dimensions. Donc c'est la même chose donc, pour des ondes acoustiques par exemple. Hein. Ça c'est ce qu'on avait... Tous ceux qui n'ont jamais jeté un caillou dans l'eau, c'est ça que vous allez avoir. Et puis, c'est la même chose aussi, lorsque vous êtes sur la plage, ceux qui sont déjà allés à la plage, ceux qui ne sont pas allés, la plage, s'il y a de l'eau très salée, il ne faut pas le voir. Donc, lorsque vous êtes au bord de la plage, vous voyez quoi? Des vagues qui sont des lignes droites. Hein. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, ce sont des vagues qui sont générées très très loin. Mais quand ils arrivent à la plage, ben, vous êtes ici, qu'est-ce que vous voyez? Ben, vous voyez des vagues rectilignes. Donc ça, les vagues sont aussi des ondes planes, parce qu'on est très très loin de leur origine. Donc maintenant, on va parler des applications. Hein. Donc j'ai choisi quelques applications. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ici on a plusieurs, donc en fonction de la fréquence, on peut avoir différentes applications. Alors on va commencer par l'imagerie médicale. Donc l'imagerie médicale, si on regarde le diagramme ici, ça se passe donc à très haute fréquence. Donc quand vous faites de la radiographie par exemple, qu'est-ce que, à cause de la fréquence, donc vous allez générer des rayons X. Ça peut être des rayons gamma aussi, hein, mais des rayons X. Donc ces rayons X, ils vont être sensibles à quoi? Donc quand ce sont des longueurs d'onde qui sont très très faibles, ils vont donc pouvoir traverser les organes du corps humain. Et ils sont très sensibles à la densité de la matière à l'intérieur du corps humain. Donc plus c'est dense, plus ils vont être absorbés, et plus c'est mou, donc plus c'est dense, vous allez avoir quelque chose bon, plus c'est dense, le système va, donc l'onde va être absorbée, et plus c'est mou, le rayon il va passer. Et donc ce qu'on voit ici, c'est ça. Donc là, vous avez les os, donc, qui sont plus denses que ce qu'il y a autour des os. Il y a quoi? De la chair, qui sont essentiellement de l'eau, hein, et des fibres toutes molles. Donc c'est pour ça qu'on voit que les os. Et donc là, on va utiliser des rayons X en imagerie. Donc ici, vous avez l'imagerie par résonance magnétique qui va plutôt utiliser la partie liquide du corps. Parce que vous savez que l'eau, que le corps humain est à 80%, je pense, ou plus, composé d'eau. Et donc on va utiliser donc ce qu'on appelle le phénomène de résonance magnétique nucléaire, parce que donc alors, comment ça fonctionne? Donc dans votre cerveau par exemple, vous avez plein d'eau, et donc vous avez des molécules d'eau. Les molécules d'eau sont des molécules dipolaires, H2O, vous vous rappelez de ça? H2O, donc vous avez deux oxygènes
positif, enfin 2 hydrogènes positifs et un oxygène négatif, donc ça forme un dipôle. Et donc c'est quoi le principe de la résonance magnétique nucléaire? Eh bien on va soumettre donc la molécule d'eau à un champ magnétique très intense. Et qu'est-ce qui se passe lorsque on soumet un moment magnétique à un moment dipolaire à un champ magnétique? Eh bien, le moment dipolaire va s'orienter dans la direction du champ. D'accord? Et si maintenant on applique un autre dans la direction du champ, et si on applique un signal radiofréquence, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, donc le moment dipolaire, il est appliqué dans la direction du champ. Si on applique un champ perpendiculairement au champ, un champ alternatif perpendiculairement au champ précédent, donc on applique une impulsion, ben, le moment dipolaire va tendance à s'écarter. Et quand il s'écarte, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Si un moment magnétique, un moment dipolaire est sous l'action d'un champ, et qu'il n'est pas dans la direction du champ, il va tourner autour du champ, avec une fréquence qu'on appelle la fréquence de Larmor. Et donc, le signal qu'on va obtenir, c'est donc cette fréquence, mais cette fréquence, elle ne va pas tourner comme ça tout au long, indéfiniment. Elle va quand même, comme on a coupé l'origine de l'écartement, elle va essayer de revenir dans son état initial. Et donc, c'est ce retour à l'état initial qu'on va étudier. Donc, on va étudier combien de temps il va mettre pour revenir à l'état initial et comment est-ce que, quel est le oméga, quelle est la vitesse de rotation qui va plus ou moins, qui va diminuer au cours du temps. Donc c'est comme ça qu'on fait de la RMN. Et donc, ces deux réponses temporelles et en phase va dépendre de quoi est entourée la molécule d'eau, dans quel organe il se situe. Et donc on va étudier ces réponses et on peut les traduire sous forme d'images. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc ici vous avez le cerveau humain qui est obtenu par imagerie, par résonance magnétique. Et donc tout ça grâce aux ondes électromagnétiques. L'autre exemple que je voudrais voir avec vous, c'est le problème de la transmission des ondes électromagnétiques. Comment on transmet les ondes électromagnétiques? Parce qu'on arrive à les transmettre de très très loin. Donc si on, si on prend la télévision ou la radio, donc l'onde électromagnétique, dans le cas de la radio et de la télévision, c'est des fréquences qui sont assez basses. Donc ces fréquences assez basses, on ne peut pas les transmettre à long terme, donc il faut les moduler. Les ondes qui peuvent se déplacer à grande distance sont des ondes de haute fréquence. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle une modulation des signaux. Ça veut dire qu'ici vous avez une onde basse fréquence, donc c'est l'onde que vous voulez transporter. Ici vous avez une onde haute fréquence qui est le porteur, et en faisant une opération, on module, donc on mélange les deux, c'est pas l'objet du cours, mais donc on a ce type d'onde qui est donc l'onde modulée. Et c'est ça qu'on va transmettre donc via ici une antenne, et quand on arrive à la cible, qu'est-ce qu'il faut faire?
ben, il faut démoduler. Donc, voilà encore un autre exemple de transmission d'ondes électromagnétiques. Pour le moment, on n'a pas encore parlé de comment on crée des ondes électromagnétiques. Donc, on peut créer des ondes électromagnétiques par des générateurs de rayons X, par exemple. Donc, un générateur de rayons X, on va bombarder un métal en cuivre ou en cobalt par en accélérant des électrons. Et donc, lorsque on accélère, lorsque les électrons vont taper le métal, ben, ils vont extraire des électrons aussi, mais aussi des rayons X ou des rayons gamma. Et donc, c'est ça qu'on récupère comme source de rayons X. C'est ce qu'on fait par exemple pour faire de la radio à l'hôpital. Et moi, je vais prendre un autre exemple qui est le magnétron. Alors, le magnétron, il est constitué de quoi? Il est constitué ici, donc, d'un système, donc on voit là. Donc, si je coupe ce système-là et que je regarde par là, j'obtiens ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici une anode en cuivre. Donc, ce système, c'est une anode en cuivre dans laquelle vous avez, à l'intérieur, vous avez des cavités. D'accord? C'est ce qu'on voit un peu ici. Et vous avez donc ici une anode et une cathode. D'accord? Et là, et donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on applique une tension de 2 kV entre l'anode et la cathode. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, comme c'est une haute tension, eh ben, la cathode va libérer des électrons qui, comme on a rajouté un champ magnétique, donc ici, qui est perpendiculaire à ce plan, comme on le voit ici, les électrons donc, vont être accélérés par le champ électrique, parce qu'entre anode et cathode, lorsque j'applique une différence de potentiel, il y a un champ électrique, c'est ce qu'on a vu hier. Donc, ces électrons-là vont être accélérés, ils vont aller taper les parois de la cathode, mais le champ va les dévier. Et donc, ces électrons-là vont être guidés pour aller. Donc, les électrons qui sont en interaction avec cette cavité, alors cette cavité est dessinée pour qu'il y ait une résonance des oscillations, puisque vous avez vu que un électron, c'est quoi? C'est une onde et une particule à la fois. D'accord? Donc, une cavité a une certaine fréquence de résonance. Donc si la fréquence de résonance de la cavité correspond à la fréquence de résonance de l'onde qui est d'électrons, eh ben, on va produire des ondes électromagnétiques, comme on le voit ici, hein, avec cette animation, on va produire des ondes électromagnétiques qui vont se propager vers une cible qu'on a décidé de bombarder. Et c'est le cas, par exemple, du fonctionnement du four à micro-ondes. Donc ici, vous avez donc un magnétron qui va bombarder les aliments qui sont là. Dans les aliments, il y a quoi? Il y a de l'eau. Donc ce sont des dipôles. Et donc, l'onde électromagnétique va agiter les dipôles et l'énergie va être dissipée sous forme de chaleur. Et donc c'est pour ça que vous pouvez chauffer des aliments dans le micro-ondes, mais vous ne pouvez pas, par exemple,
chauffer un métal dans le micro-ondes. Vous ne pouvez pas fondre un plastique dans le micro-ondes. Sauf si c'est un plastique dipolaire, mais en général, non. Donc c'est comme ça que les fours à micro-ondes fonctionnent donc grâce aux ondes électromagnétiques, donc avec des fréquences de l'ordre de gigahertz. Et puis pour finir, une autre application, ce sont les radars. Donc on voit de plus en plus un peu partout. Donc les radars, donc c'est entre 300 MHz et 100 GHz. Donc un radar, ça sert à quoi? En général, un radar, ça sert à identifier un objet. D'accord? Mais en plus de la présence de l'objet, qu'est-ce qu'on peut aussi détecter? On peut aussi détecter donc sa présence, sa position, sa vitesse, si elle est en mouvement, la distance par rapport au point où il y a le radar. Parce que, qu'est-ce qu'un système radar? Donc vous avez une antenne émettrice qui va envoyer donc le signal radar, hein, qui sont des ondes entre 300 MHz et 100 GHz. Et bien, donc, s'il y a un obstacle, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, il va y avoir un écho qui va être renvoyé vers l'émetteur. Et donc, en mesurant le temps qui s'est écoulé entre l'émission et l'arrivée de cet écho, donc cet écho va arriver au récepteur et va revenir. Et donc, en mesurant ce temps, en connaissant la position, ben, on peut calculer la vitesse. D'accord? Et donc, ces technologies-là sont maintenant de plus en plus utilisées pour faire de la détection d'objets, que ce soit des voitures ou que ce soit des réserves de minerais ou même des réserves de pétrole. Donc ça sert à beaucoup de choses. Est-ce que les ondes électromagnétiques rebondissent de la même manière sur tous les types de matériaux? Est-ce qu'il y a une différence en fonction du matériau qui est... Ben, il y a une différence, parce que les ondes électromagnétiques, comme on dit là, peuvent être absorbées ou réfléchies. Donc lorsqu'une onde électromagnétique arrive sur un objet, en fonction de la particularité de l'objet, soit donc il y a une onde incidente, il y a une onde qui est réfléchie, mais il y a aussi une onde qui est absorbée. Donc il y a trois possibilités. Si vous avez pas, si une onde arrive sur un système métallique, une onde électromagnétique qui arrive sur un système métallique, par exemple, ne peut pas et en majorité réfléchir, ou alors reste à la surface du métal, mais ne peut pas être absorbé à cause des électrons, parce que les électrons vont envoyer les ondes. Ce qui n'est pas le cas dans des matériaux isolants, puisque les électrons ne sont pas délocalisés, mais localisés autour de l'atome. Donc c'est l'atome qui va les absorber, mais ça va dépendre de si c'est un isolant, si c'est un semi-conducteur. Donc ça dépend du matériau. Mais il y a toujours incident, réfléchi, absorbé. Alors maintenant, est-ce que on parle des ondes électromagnétiques qui sont partout, mais est-ce qu'ils sont dangereux? Dangereux pour qui? Pour les hommes. Donc est-ce que l'exposition aux ondes électromagnétiques peuvent nous porter préjudice par rapport à notre santé? Donc, dans les ondes électromagnétiques, il y a des ondes dites ionisantes, donc, comme les rayons gamma, les rayons X, et les ondes non ionisantes, comme les micro-ondes.
Donc les ondes ionisants, c'est sûr que ça pose problème puisque ce sont des fréquences très élevées, donc de longueur d'onde très basse. Donc ça pénètre dans le corps humain, ça traverse le corps humain. Donc ça peut être très sensible aux organes, aux cellules humaines. Hein. Donc ça peut être absorbé par les cellules humaines. Donc absorbé, ça veut dire quoi? Ça veut dire dissipation de chaleur. Et donc destruction éventuelle de l'organe, parce qu'il suffit que la température monte de 1 degré et c'est terminé. Donc ça c'est très dangereux, donc il y a des normes, mais pour les ondes électromagnétiques, alors on n'a pas tous chez nous par exemple un générateur de rayons X ou de rayons gamma. Donc ça, la réglementation est assez stricte et c'est pas à usage courant. Mais ce qui est à usage courant, c'est les ondes de plus faible fréquence. Donc, on parle par exemple du téléphone. Le téléphone, c'est entre 900 et 2,5 GHz, donc c'est quand même relativement élevé. Et donc, le téléphone, il y a des études qui ont été menées et il y a des normes qui ont été établies. Donc, ces normes et ce qu'on appelle le débit d'absorption spécifique, c'est la valeur haute qu'on n'a pas dépassée. Donc pour ces ondes-là, il ne faut pas qu'il y ait 2 watts par kilo au niveau de la tête et 4 watts par kilo au niveau des membres. Donc ça, ce sont les recommandations. Et d'ailleurs, ça c'est l'affichage est obligatoire. Lorsque vous achetez un téléphone, il y a toujours le DAS qui est noté quelque part. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut... Alors, vous voyez ici qu'on n'a pas la même chose en fait en Europe et aux États-Unis pour le DAS. Parce qu'aux États-Unis, ils sont plus stricts. Hein. Et il n'y a pas de différence entre tête et membre. Hein, alors, ils utilisent aussi leur gamme est plus grande, puisque ça va de 300 kHz à 100 Go, alors que en France, en Europe, France UE, c'est 2,5. Donc ici, ça ce sont des tableaux qu'on peut retrouver. En général, il n'y a pas trop de dangers qui sont... il n'y a pas trop de limites à l'utilisation des ondes de basse fréquence. Mais il y a toujours... il y a par exemple des gens qui sont ce qu'on appelle des électrosensibles. C'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas être... moi je connais des personnes qui, si vous avez votre téléphone à côté avec vous et que vous parlez avec eux, eh bien, ils ne sont pas du tout bien. Donc, parce qu'ils sont sensibles aux ondes électromagnétiques. Alors, ce qui est sûr, c'est que la médecine n'a pas encore expliqué pourquoi les gens sont sensibles. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gens qui se plaignent lorsqu'ils sont baignés dans un endroit où il y a des champs magnétiques. Et lorsqu'on les éloigne de ce champ, ils sont bien. Donc, est-ce que parce qu'il y a des gens qui disent mais non, mais c'est pas vrai, ça n'existe pas. Moi je suis scientifique, moi j'observe ce qui se passe. Moi j'ai déjà vu des gens qui ne peuvent pas dormir dans une maison où il y a le Wi-Fi. Et je peux vous dire qu'ils peuvent dormir dans très peu d'endroits. Parce que s'il n'y a pas le Wi-Fi, il y a la 5G. Enfin, il y a
il y a les ondes de radiofréquence, enfin les ondes pour les ondes téléphoniques. Donc, on ne peut pas dire que ça, enfin, moi je ne dirais pas que ça n'existe pas, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Enfin, les médecins non plus. Donc voilà. Oui. On décide de la fréquence silencieuse, de la fréquence des sons, aussi j'utilise la voix, parce que la voix est aussi, non, elle est basse fréquence ou... La voix c'est 400 nanomètres, 300 à 400. Onde sonore. Alors. Je connais plus la voix. La voix, c'est des ondes mécaniques. Ils mettent tous en fréquence. Je crois que la voix, c'est à peu près par ici. C'est des ondes mécaniques. Donc, est-ce que la voix est aussi, peut-être aussi dangereuse si passer à certains points? Oui. Si vous sentez. Je pense que c'est pas tellement la voix qui est dangereuse, c'est le message qui est porté par la voix. C'est la chanson qui est. Mais la voix en elle. Mais il y a des gens, par exemple, qui vont. Il y a certains chanteurs qui ont des voix très très aiguës. Effectivement, si vous êtes leur voisin, ça fait mal. D'ailleurs, il y a des limites, il y a des limitations. Alors, là, on ne parle pas de voix amplifiée, on parle de voix. Oui, c'est des longueurs d'onde plus grandes, donc c'est à peu près par ici. C'est même peut-être là. Mais ce n'est pas une onde électromagnétique, c'est une onde mécanique. Parce que la voix ne peut pas se propager dans le vide. La voix a besoin d'un support pour se propager. C'est la différence entre onde mécanique et onde électromagnétique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, pour moi ça s'arrête là.